Aujourd'hui, dans Affaires sensibles, la révolution des œillets, le printemps portugais. 25 avril 1974, Lisbonne. Il était une fois un coup d'État devenu la révolution la plus rapide de l'histoire. En 24 heures chrono, un groupe de militaires dissidents de l'armée portugaise renverse un régime en place depuis 48 ans. 2 ans plus tard, la démocratie est rétablie en lieu et place de l'Estado Novo, le régime de l'énigmatique et austère Dr Salazar, qui fut la plus longue dictature qu'ait connue l'Europe occidentale. En une journée donc, une centaine de jeunes officiers, les capitaines d'avril, comme le cinéma les a immortalisés, avec le soutien du peuple des rues de Lisbonne, ont fait abdiquer le président du Conseil, Marcelo Caetano, héritier de Salazar. Et c'est la fleur au fusil, littéralement. Un œillet rouge glissé dans le canon de leurs armes et pacifiquement, sans tirer coup de feu, que les militaires ont mis fin au plus tenace des régimes autoritaires. Mais derrière la légende de cet iconique 25 avril, se terre une histoire plus complexe. Celle d'un peuple plongé dans une profonde torpeur politique qui s'éveille difficilement dans le monde trouble de la guerre froide. La révolution des œillets, au Portugal, l'autre révolution de velours. Notre invité aujourd'hui, Yves Léonard, professeur d'histoire à Sciences Po Paris, auteur entre autres d'une histoire du Portugal contemporain, paru chez Chandaigne. Affaires sensibles, une émission de France Inter, diffusée en direct, récit documentaire Bastien Jans, coordination Christophe Barrère, réalisation Stéphane Combe. Fabrice Drouel, Affaires sensibles, sur France Inter. Dimanche 4 août 1968, les œillets ont déjà fané. Comme chaque été, Antonio de Oliveira Salazar s'est retiré au fort de San João d'Estoril, près de Lisbonne. À son bureau, il est solidement assis sur sa chaise et sur le Portugal tout entier qu'il domine sans partage. Quelques notes du fado portugais de la grande Amália Rodrigues pour plonger dans le Portugal des années 60, ou plutôt dans une carte postale de ce Portugal dont les fameux 3 F constituent l'image de marque à l'étranger: Fatima, football et fado. Les 3 F, Salazar, lui, dans la cure. Le culte de la Vierge à Fatima est quasiment né avec son régime. Mais depuis l'élection du pape plus ou moins progressiste Paul VI en 1963, les relations du pouvoir portugais avec l'église chrétienne se sont considérablement refroidies. Le fado et la grande Amália, la petite créature, comme il la dénomme avec mépris, l'indiffèrent totalement. Eusebio, some good running there by Eusebio. That was a good ball, isn't it? Quant au football, les exploits de la Seleção à la Coupe du Monde de 66 servent évidemment de pouvoir. Mais qu'est-ce qu'un homme comme l'austère et traditionnaliste Salazar, ce moine dictateur qui cultive son image de comptable ascétique et n'a que méfiance et dédain pour les foules, peut-il comprendre au football ? Non, le docteur Salazar travaille consciencieusement au remaniement ministériel à venir et à sa politique qui ne poursuit qu'un seul but, le même depuis toujours, le désir de durer. Et peu importe que la jeunesse portugaise aille se faire tuer par dizaines de milliers dans les guerres coloniales anachroniques. Peu importe que des centaines de milliers d'autres Portugais émigrent chaque année pour trouver un avenir plus florissant au Brésil, en Allemagne ou en France. Peu importe que le Portugal soit le territoire le plus pauvre d'Europe occidentale, que la population croupisse dans des conditions misérables tandis que des investisseurs étrangers pillent les quelques richesses du pays, peu importe, tant que la censure fait taire toutes les voix dissidentes et que la PIDE, la police politique, surveille, arrête, torture et exécute tous ceux qui ont le courage de s'opposer, 30 000 personnes sous son règne. Finalement, peu importe tout, tant que le salarisme dure et dure encore. Mais en ce dimanche 4 août 1968, le hasard vient enrayer la machine. La chaise de Salazar cède et l'homme de 79 ans s'écroule. Sa tête vient de heurter une pierre. À Lisbonne, la nouvelle de l'attaque qui a terrassé le président du Conseil a provoqué une grande animation à l'hôpital de la Croix-Rouge où il avait été précédemment opéré. Le président de la République, à qui incombe la tâche difficile de désigner un successeur, était le premier sur les lieux. Le Conseil d'État chargé de se prononcer dans toutes les circonstances graves était réuni. Et celle-ci l'était particulièrement, puisqu'il s'agissait d'évoquer le problème de la succession d'un homme qui, depuis 36 ans, a été le pouvoir. Peu après son opération, Salazar tombe dans le coma.
Le soir même, le président, l'amiral Thomas, convoque en urgence un conseil d'État pour trouver un successeur au Premier ministre qui régnait sans interruption depuis plus de 40 ans. Le 25 septembre 68, Marcelo Caetano, professeur de droit à l'université de Lisbonne et figure importante du régime, est nommé. Mais le dictateur incroyable se réveille et récupère quelques facultés mentales. Commence alors une incroyable mascarade, car personne n'ose lui dire la vérité. Il est mis au courant de l'élection de Pompidou en France, de la conquête de la Lune par les Américains. Il donne même des interviews et participe à l'élection des députés de 69, mais jamais on ne lui annoncera son éviction. Pathétique, Salazar meurt en 70, persuadé d'être encore le maître incontesté du Portugal qu'il avait façonné en son image. Étrange crépuscule pour un homme qui aura finalement toujours vécu dans un mirage, s'illusionnant sur sa grandeur et sa vertu, avec l'éternité au pouvoir pour seul horizon. Une idée à laquelle semble souscrire son successeur, Marcelo Caetano, comme en témoignent ses mots à la télé française en 69. Le peuple portugais a choisi la politique définie et poursuivie par le gouvernement et qui correspond à la réalisation des réformes nécessaires au développement du pays, la promotion sociale et au bien-être des Portugais dans un climat d'ordre public et de paix sociale. La résolution de ce problème ne met pas en cause les grands principes qui ont orienté le régime politique qui existe au Portugal. Je crois que les principes fondamentaux de la Constitution et de ce régime sont valables. Que Caetano croit en ces petites réformes cosmétiques, c'est bien le symbole d'un régime incapable d'envisager sa chute. Mais si celle-ci n'est pas pour demain, elle pourrait bien l'être pour le jour d'après. Car les réformes promises par Caetano sont du vent, destinées à calmer les ardeurs des opposants. En vérité, le système est plus verrouillé que jamais. Dans un reportage réalisé par des journalistes de l'ORTF en 68, des étudiants portugais osent prendre la parole. On dit que le Portugal est complètement dépolitisé. J'aimerais savoir si c'est vrai de la jeunesse et des ouvriers. C'est pas tout à fait vrai. La jeunesse portugaise a même une conscience politique très avancée. Les étudiants portugais ont une pratique de lutte antifasciste et ils sont ces dernières années la seule force de contestation au gouvernement. Les étudiants portugais maintenant sont pris face à la nouvelle politique et ils jouent une place fondamentale dans la démystification de la fausse libéralisation du professeur Marcelo Caetano. En avril 69, une visite de l'amiral Thomas est organisée à la prestigieuse université de Coimbra pour inaugurer un nouveau bâtiment. Les étudiants sont avertis qu'ils ne seront pas autorisés à prononcer de discours ni à exprimer leurs revendications. Le 17 avril, devant le président de la République, Alberto Martins, 24 ans, ose quand même se lever. En cet instant, je représente les étudiants de l'université de Coimbra et je demande la permission au président de la République de parler. Une fois de plus, on lui ordonne de se taire, et toute la jeunesse avec. L'incident déclenche alors la plus grande crise de l'histoire de l'université. Les étudiants se révoltent, manifestent et se déclarent en grève pour les examens. Le 22 juin, près de 70 000 personnes se massent aux abords du stade national du Jamor, à Lisbonne, pour la finale de la Coupe du Portugal de football. Mais l'ambiance n'est pas celle d'un match classique. La foule est traversée par une colère inhabituelle. Celle de milliers d'étudiants venus soutenir l'Academia, l'équipe de football de Coimbra, constituée en majeure partie d'étudiants de l'université, qui a réalisé un parcours héroïque tout le long de la compétition, jusqu'à se hisser en finale pour affronter le grand Benfica. Alors, c'est un véritable cortège de manifestants qui déboulent dans les gradins du stade, brandissant pancartes et banderoles, des mots durs contre le régime, lancés à la face des officiels qui gardissent la tribune présidentielle. Et puis, le temps se suspend et les yeux de la foule se tournent vers la sortie des vestiaires. Arthur Jorge, le meilleur joueur de l'Académica, n'est pas là.
Mesquine, l'armée l'a rappelé à son devoir et a fait débuter son service militaire le jour même de la finale. Mais il faut voir le panache de ses coéquipiers, foulant la pelouse, la tête haute, une grande cape noire jetée sur leurs épaules, pour signifier le deuil et le soutien à leurs camarades en lutte. Impressionnant. D'ailleurs, ce match, c'est l'acmé de la contestation universitaire. Eusebio, le joyau du Benfica, et héros malgré lui du Portugal salazariste, attend la prolongation pour calmer de son talent les ardeurs de tout le monde. Résultat, 2-1 pour le Benfica. Et bientôt une autre victoire du régime face aux étudiants se profile. La police politique réagit rapidement et froidement. La répression est féroce. L'Association académique de Coimbra, institution créée en 1887 et fer de lance de la révolte, est dissoute. Les leaders du mouvement sont conscrits de force, direction la Guinée-Bissau, le Mozambique, l'Angola, où depuis près de 10 ans, l'armée portugaise s'échine à contenir dans ses vieilles colonies les mouvements indépendantistes. Car à l'aune des 70s, le Portugal s'enlise dans 3 guerres, 3 bourbiers. Le 18 octobre, l'amiral Américo Thomas, président de la République, remettait au général Antonio de Spinola la plus haute décoration portugaise, rendant ainsi hommage à sa politique en Guinée, où, jusqu'à nouvel ordre, il était gouverneur militaire. Le regard du vieux général Spinola est indéchiffrable derrière son monocle qui lui donne l'air d'être sorti d'un album de Tintin. Que pense-t-il en effet de ce jour de novembre 73, droit comme un i aux côtés du président de la République? Spinola, vieux soutien du régime, n'est pas vraiment un progressiste. En 61, dans une lettre envoyée à Salazar, il s'était déclaré volontaire pour aller défendre l'Empire en Angola, avant d'être nommé gouverneur militaire de Guinée-Bissau. Le Portugal est et restera toujours une nation pluricontinentale et multiraciale. Quel que soit le prix que certains paieront. L'éducation est une chose difficile, et parfois même douloureuse. Notre mission, Antonia, est de civiliser ces peuples. La santé, l'éducation. C'est évident, avec 30% d'analphabètes en métropole, nous sommes réellement les héros de la civilisation. Mais voilà déjà 13 ans que les guerres en Outre-mer, comme on appelle alors les colonies, saignent les Portugais. 40% du budget de l'État est alloué à la défense de ces territoires. Et plus de 140 000 hommes sont mobilisés chaque année. Officiellement, 8 000 ont déjà péri, 30 000 ont été blessés. Mais c'est bien toute une jeunesse condamnée à effectuer un service militaire long de 4 ans qui est traumatisée par la violence des combats, napalm, exactions, torture. Alors, risques et périls, plus de 100 000 jeunes hommes se soustraient chaque année à leurs devoirs ingrats et prennent la fuite. Après un long périple clandestin, ils rejoignent la France ou l'Allemagne, trop contentes d'accueillir de la main-d'œuvre pour venir bâtir leur 30 glorieuses. Pour pallier ce manque d'effectifs et la faillite de son armée, à l'été 1973, le régime Caetano recrute nombre de miliciens, souvent des étudiants à peine formés, auxquels le pouvoir accorde un rang d'officier par un décret, une décision qui déclenche la colère des officiers de carrière qui se sentent dévalués, méprisés. Otelo de Carvalho, la trentaine tout juste passée, est l'un d'entre eux. Il a tout vu des crimes portugais en Angola et en Guinée où il a officié sous les ordres de Spinola. C'est au tour de Carvalho qu'un premier mouvement des officiers s'organise. D'abord, dans un réflexe de défense corporatiste. Mais ces jeunes officiers passent aussi un pacte de sang. Ils ne veulent plus tuer, plus jamais. Le mouvement des capitaines est né. Mais tout cela pourquoi, se demande le taciturne général Spinola, l'homme au monocle, qui n'a pu empêcher l'avancée inexorable des indépendantistes en Guinée, malgré une politique d'ouverture. Les moyens sont insuffisants. Le Portugal est trop isolé sur le plan international. Il n'y a aucune chance de victoire et la révolte de l'armée couve. Depuis de nombreuses années déjà, Spinola nourrit de grandes ambitions politiques et fomente dans l'ombre un premier coup d'éclat. Mais avant, il publie un livre qui va mettre le feu aux poudres. Nous sommes alors en février 1974 et le scandale fait du bruit jusqu'à Paris. Au centre de la crise portugaise, un homme, un livre et surtout une guerre. Un homme
c'est-à-dire le général António de Spínola, un livre, c'est-à-dire son livre, Le Portugal et l'avenir, qui dénonce la guerre d'outre-mer au Mozambique, en Angola et en Guinée, une guerre qu'il dit être inutile, qui aura en un peu plus de 10 ans bloqué l'expansion du pays et coûté quelques 50% du budget national. Le livre est aujourd'hui introuvable. Quant au général de Spínola, eh bien, il se refusait à toute déclaration depuis que le président du Conseil, M. Caetano, l'eut démis de ses fonctions de chef adjoint de l'état-major des armées. Avant son interdiction, le livre Portugal et o Futuro se vend à plus de 50 000 exemplaires. La colère des militaires que cristallise le livre d'un Spínola, peut-être un peu opportuniste, trouve un écho, en tout cas, dans la population civile qui souffre terriblement depuis le dernier choc pétrolier. Bref, le gouvernement de Caetano peut craindre le pire. Le 16 mars 1974, une mutinerie éclate au sein du 5e régiment d'infanterie et 200 soldats prennent la route de Lisbonne. Mais cette tentative esselée vouée à l'échec, et ces hommes se rendent très vite. En vérité, l'heure n'a pas encore sonné. Et avec les journalistes étrangers dans les rues de Lisbonne, pour l'instant, Spínola prend tout cela de haut. Vous n'êtes pas un conspirateur, non? Je suis un Portugais. Je suis seulement un Portugais qui voudrait le progrès de sa patrie. Alors, un complot est-il en train de se fomenter? La révolution va-t-elle advenir? Qui peut vraiment croire à un grand soir dans ce petit pays mobile coincé dans un jour sans fin depuis 1928? Mário Soares, en exil depuis 1968 et qui vient de fonder le Parti socialiste portugais, raconte à la télé suisse sa rencontre avec Willy Brandt, l'Allemand, et les mots du chancelier pour calmer ses attentes. Mario, tu es un idéaliste, tu n'es pas réaliste. Tu vas être obligé de passer encore beaucoup d'années en exil. J'ai insisté sur ma certitude, mais ils ont fait état d'informations qu'ils détenaient de l'OTAN et des Américains, selon lesquelles il ne se passerait rien au Portugal. Raconte-t-il, résigné. Nous sommes le 24 avril 1974, et le soir même, à minuit 20 exactement, sur les ondes de la radio lisboète Renascença, un disque inattendu est diffusé, et c'est le signal. Enfin, et quel signal! Affaires sensibles. Qui veut venir avec moi? Il n'est pas question d'instruction ni d'exercice cette nuit, mais d'en finir une fois pour toutes avec cette maudite guerre coloniale. Arrêter les massacres en Guinée, au Mozambique, en Angola. Le gouvernement ne pourra être chassé que par la force. Et les seuls à posséder la force des armes, c'est nous. La réponse tient en un seul mot. Révolution! Quand il entend les dernières notes du titre de José Afonso dans le transistor, Otelo Saraiva de Carvalho, le jeune officier à la tête du mouvement des capitaines, sait que la journée la plus importante de sa vie vient de débuter. Depuis son poste de commandement, c'est lui qui doit tout coordonner. Voilà des mois qu'avec ses camarades du MFA, Mouvement des Forces Armées, il prépare tout en secret. Un coup d'état réglé comme du papier à musique. Oh, pas vraiment une grande symphonie, non, plutôt une sonate bien ficelée pour un groupe de musique de chambre. Seulement 2000 soldats impliqués, uniquement des forces terrestres, pas d'avions, pas de navires. L'attaque doit être chirurgicale. Occuper radio et télé, puis les aéroports, les prisons, le quartier général des pouvoirs et les principaux ministères. La nuit est courte et l'armée de l'ombre se déploie rapidement dans un Lisbonne endormi. À 4h26, le MFA diffuse un communiqué à la radio occupée appelant la population au calme, expliquant: une série d'actions est menée en vue de libérer le pays du régime qui le domine depuis trop longtemps. Genre, pas bouger, ça vient. De fait, à l'aube, et sans avoir tiré un seul coup de feu, les premiers objectifs sont atteints. Alors c'est au jeune capitaine Fernando Salgueiro Maia, traumatisé par ses expériences au Mozambique et en Guinée, qu'incombe la tâche la plus difficile. Dans la nuit, lui et ses hommes franchissent les 90 kilomètres qui les séparent de Lisbonne et de la place Terreiro do Paco, où se trouvent les ministères de la Défense et de l'Intérieur. Au petit matin, les voilà seuls sur la grande place dont ils prennent facilement le contrôle. Mais
les troupes fidèles au régime débarquent. Maia ordonne à ses hommes de ne pas tirer, sous aucun prétexte. Mouchoir blanc à la main, il s'avance alors vers la ligne ennemie, une scène immortalisée dans le film Capitaine d'Avril de Maria de Medeiros. Mon général, je vous prie d'avancer jusqu'ici pour que nous parlions au terrain neutre. Vous avancez? Non. Tirez! Feu! 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 Nous sommes avec vous. Nous sommes de votre côté, mon capitaine. C'est comme si rien ne pouvait arrêter le processus en cours. Comme si personne ne voulait se compromettre une seconde de plus avec ce régime en train de sombrer. Après les militaires, c'est toute la population lisboète, en liesse, qui vient se joindre à la marche des capitaines d'Avril. Dans son livre, paru en 1997, après sa mort, Maia écrit « La marche vers le Carmo était extraordinaire, en raison du soutien populaire qu'elle a suscité, ce qui a beaucoup contribué à la perte de volonté de résister du régime. Il n'avait jamais vu le peuple résister ainsi. » Le Carmo, c'est la caserne où s'est réfugié Marcelo Caetano et ce qui reste de son gouvernement. Au nom du mouvement des forces armées, je demande la reddition de la caserne du Carmo. Je demande que monsieur le Premier ministre se rende. Je lui laisse 10 minutes. Je répète, 10 minutes. Après de longues heures à faire le siège du bâtiment, porté par le bruit de la foule, Maia se décide à entrer. Et il découvre un Caetano apeuré, qui craint le lâchage et demande à être traité dignement, mais qui retrouve sa morgue au moment de poser ses conditions. Il se rendra au général Spinola et à personne d'autre pour que, je le cite, le pouvoir ne tombe pas dans les mains de la rue. Caetano et quelques sbires quittent alors le pays précipitamment, protégés des lynchages par les militaires qui les ont délogés. Spinola prend la tête de ce qu'on appelle la junte de salut national. Le 26 avril, à 1h30, il annonce l'organisation d'ici quelques mois de l'élection au suffrage universel d'une Assemblée nationale constituante et d'un nouveau président de la République. La dictature est tombée, mais le plus dur reste à faire. C'est le 1er mai que les journalistes français prennent la mesure de l'improbabilité de ce qui se passe au Portugal. Cette symbiose entre un peuple et son armée, unis sous une marée d'œillets qui partout dans la cité blanche tapissent de rouge le sol pavé. Une semaine après le soulèvement, l'hésitation tombe d'elle-même. Ce qui se passe au Portugal s'appelle une révolution. Et malgré les références historiques que chacun pourrait y trouver, on découvre que ce qui se passe ici ne peut trouver dans le monde de point de comparaison. L'oppression, qui le 25 avril avait jeté les tanks dans les rues de Lisbonne, a débouché le 1er mai sur ces scènes étonnantes. Mais quand les marins vont regagner leur caserne, ils ne manqueront pas de revoir et de repenser pendant longtemps à ce qui s'est passé ce 1er mai 1974. La fraternisation des soldats portugais et de la population civile, c'est le fait politique le plus important de ces derniers jours. Les capitaines d'Avril ont donc renversé la dictature et opposé 3 nouvelles lettres aux 3 F du Portugal de Salazar. Cette fois, ce sont les 3 D, décoloniser, démocratiser, développer. Mais renverser un pouvoir, donner les grandes lignes d'une politique, c'est une chose. Gouverner en est une autre. Le mouvement des capitaines laisse donc cette charge au très imposant général Spinola. Dès lors, c'est lui qui devient le visage de la révolution, lui qui figure à la une du Times en ce même printemps. Mais une fois la démocratie rétablie, évidemment les appétits se réveillent aux 4 coins de l'échiquier politique. Le communiste Álvaro Cunhal, exilé depuis 1960, rentre au pays ovationné par une foule en délire. À l'applaudimètre, le charismatique Mario Soares, qui lui aussi met en scène son retour d'exil, n'a pas à rougir. C'est de bon augure pour son parti socialiste tout juste sorti de l'œuf. Un autre nouveau parti voit le jour, plus à droite, même s'il ne s'affichera jamais en tant que tel. Le PSD, Parti social-démocrate, une formation modérément conservatrice d'un libéralisme économique bon teint, en un mot centriste, fondée par un ancien député fantoche du salazarisme, Francisco Sacarinero.
juillet 1974, un gouvernement provisoire est nommé. C'est bien sûr un gouvernement d'union, comme beaucoup de ceux qui sont issus d'une révolution ou après une guerre, car il s'agit d'abord de retrouver la concorde nationale. Dont acte. Ce gouvernement accueille des figures issues de tout l'éventail politique portugais, des capitaines du 25 avril, des socialistes comme Soares, des communistes comme Cunhal, mais aussi des membres du PSD. Bien. Si tous plaident l'unité, le Portugal s'engage tout de même dans un périlleux processus révolutionnaire sur lequel plane le spectre de la guerre civile. Tout autant d'ailleurs que celui de l'ingérence des pays étrangers. D'un côté l'URSS, qui pourrait manœuvrer en faveur d'une démocratie dite populaire, mais surtout assujettie à Moscou. De l'autre, les États-Unis, bien sûr, car nous sommes en Europe de l'Ouest, sa zone d'influence. Alors Washington envoie une très lourde valise de billets portée par un flamboyant ambassadeur, Frank Carlucci. Celui-ci est prêt à aider quiconque empêchera les communistes de s'accaparer la révolution des œillets. Et les Américains semblent avoir choisi leur candidat. 64 ans, président de la République du Portugal, un homme froid, taciturne, qui n'a pas encore le contact avec la foule, mais auréolé d'un énorme prestige. Ses origines sont bourgeoises, militaire de carrière, l'Afrique principalement. Aujourd'hui, l'homme a évolué, un centurion qui aurait découvert tout d'un coup la démocratie. Pour l'instant, le général de Spinola tient les rênes de son gouvernement de coalition. Après avoir fait des ouvertures à gauche, il doit maintenant rassurer la droite. C'était le but de sa rencontre avec Richard Nixon aux Açores. Le président américain considère que le nouveau gouvernement portugais est crédible, que la situation est irréversible. Il a donc promis que les États-Unis aideront économiquement le Portugal. Mais Spinola est vite dépassé. Conservateur et réactionnaire, il ne comprend rien à cette révolution menée tambour battant par une jeunesse qu'il méprise. Il est de plus en plus isolé. Partout dans le pays règne une véritable effervescence politique. Les grèves et les occupations dans les usines se multiplient. Une immense espérance anime les classes ouvrières et rappelle les heures heureuses du Chili d'Allende, assassiné quelques mois plus tôt. Le Portugal, c'est le Chili au bout de l'autoroute du Sud, ricane en France Le Figaro, moquant l'emballement de tous les intellectuels de gauche qui multiplient les voyages à Lisbonne, peut-être pour revivre leur mai 68. Dans les couloirs des palais lisboètes, toutefois les machinations vont bon train. Spinola, qui sent que le mouvement des capitaines ne lui accorde plus aucun crédit, tente de mobiliser une majorité dite silencieuse. Tous ces citoyens, ni communistes, ni socialistes, qui aspirent simplement à une transition politique en douceur. En novembre 1974, Spinola quitte le pouvoir. Avant qu'en mars 1975, il tente un pernicieux et pathétique coup d'État. Et cette fois, il est exilé. Drôle de pays tout de même que ce Portugal, au jour du 25 avril 1975, le jour du vote pour élire l'Assemblée constituante. Drôle d'effervescence qui anime ces campagnes où l'on croise des vieillards à dos d'âne se rendant à des débats publics pour la première fois, sous le signe d'une vie démocratique protégée d'une main de fer par des militaires aux tendances gauchistes. Où la capitale autrefois si silencieuse hurle à présent d'un même cri toutes ses espérances politiques contradictoires. Une Lisbonne devenue obsession de toutes les diplomaties mondiales, pourvu que le communisme ne s'engouffre pas dans la brèche. Une population qui cache ses meurtrissures et ses rancœurs, prêt à exploser, fruit de 40 ans de dictature. On ne sait pas où ça peut mener tout cela. La révolution est fragile, mais elle tient. En ce 25 avril, pour ce vote historique, la participation est de 91%. Le résultat étonne cependant, car la victoire est sans appel pour le socialiste et le PSD. Les communistes sont battus. Le grand soir n'aura pas lieu. Place à une transition démocratique progressive, non sans susciter l'opposition de ceux qui espéraient plus. Et quelques mois plus tard, un dernier coup est tenté. AFP 82, 17h43, urgent, Lisbonne, 25 novembre. Le président Costa Gomes décrète l'état d'urgence dans toute la région de Lisbonne. Des unités de commando loyales au gouvernement marchent sur les insurgés. Pour la première fois depuis le 25 avril, des soldats portugais tirent sur d'autres soldats portugais. La radio et la TV retombent aux mains du gouvernement. Des unités de gauche sont renvoyées chez elles, leurs officiers sont arrêtés. Le président de la République et le gouvernement semblent avoir la situation bien en main. Le COPCON, unité d'intervention de l'armée favorable à la gauche, est dissous. Son chef,
le général Otelo de Carvalho démissionne. 200 commandos loyaux ont suffi pour mater le soulèvement de la gauche. Le ton catastrophé des journalistes ne dit pas que ce dernier coup d'État forcé, tenté par l'extrême gauche et les quelques militaires du MFA encore radicaux, tout comme le malheureux héros du 25 avril, Otelo de Carvalho, n'avait aucune chance d'aboutir. Même le Parti communiste n'a pas mobilisé ses militants, craignant l'escalade. Alors, guerre civile évitée ou révolution avortée? Chacun aura son avis. Personne ne se soucierait de Cuba si Fidel Castro avait créé une démocratie représentative et pluraliste pro-occidentale, note avec amusement l'intellectuel de droite Raymond Aron dans ses mémoires. Toujours est-il qu'à partir du 25 novembre 1975, les modérés prennent définitivement le pouvoir au Portugal et mènent le pays jusqu'à la promulgation de la nouvelle constitution portugaise le 2 avril 1976. 2 ans après qu'une chanson a tout déclenché en ce fameux 25 avril. Une chanson et des œillets, disons qu'il y a des révolutions plus romantiques que d'autres. Affaires sensibles, Fabrice Drouel. Aujourd'hui, la révolution des œillets au Portugal, dont nous allons parler avec notre invité Yves Léonard. Bonjour. Bonjour. Professeur d'histoire à Sciences Po Paris, auteur entre autres d'une histoire du Portugal contemporain paru chez Chandaigne. Alors, j'ai pris le risque tout à l'heure de parler de l'autre révolution de velours au regard de ce qu'était la révolution de 89 en Tchécoslovaquie, pas de mort. Je trouve qu'il y a une certaine similitude, mais ça s'arrête là. Il y a de l'affect là-dedans. Il y a une forme de mythification de la date du 25 avril au Portugal et du coup d'État des capitaines d'avril. 50 ans après, c'est toujours le même sentiment au Portugal. En tout cas, de la part de, peut-être pas des toutes nouvelles générations, mais de ceux qui ont vécu cela. Alors pour ceux qui l'ont vécu, c'est indéniablement un moment charnière. Ça sépare un avant d'un après. Et comme vous l'avez dit, c'est un moment très romantique finalement. Et les extraits que vous avez pris du film de Marianne Medeiros, Capitaine d'Avril, qui est un film justement qui transcrit bien cette dimension très romantique autour d'un personnage très fort qui est le capitaine Maya, dit toute cette dimension très chargée d'affect qui fait que ceux qui l'ont vécu, leur vie en a été transformée à tout jamais. Et pour ceux qui l'ont connu par des biais divers et qui aujourd'hui ou qui étaient jeunes lycéens à l'époque, qui n'ont pas participé directement, donc une partie de la classe politique qui est au pouvoir aujourd'hui, qui a aujourd'hui une 60aine d'années, eh bien c'est un moment qui est la base de la démocratie portugaise. C'est-à-dire que le 25 avril, ou 25 avril, désigne très clairement ce moment où la démocratie peut, et la liberté, on l'appelle le jour de la liberté, peut se construire. Donc c'est un moment extrêmement fort qui est d'ailleurs célébré chaque année. C'est un jour férié avec une fête qui est célébrée. Il y a de quoi. Il y a de quoi. On l'a célébré de nouveau cette année. Ça a manqué pendant le confinement. C'était un crève-cœur pour à la fois les autorités et une grande partie du peuple parce qu'il y a des défilés populaires toute la journée, l'après-midi du 25 avril. Donc c'est un moment très important. Mais aussi, le temps passant, il y a certainement une prise de recul due pour partie à l'ignorance, qui est indéniable, notamment chez les jeunes générations, et puis aussi chez certains une relecture qui se veut critique. C'est le propre, je dirais, de la réflexion historique. C'est toujours intéressant de revenir et d'approfondir les connaissances, mais pour certains, ça va jusqu'au point de remettre en question simplement. Parce que c'était une transition trop démocratique, trop molle. C'était pas le grand soir. On renverse pas la table. Pourtant, on passe quand même d'un régime autoritaire à un régime démocratique. Ça c'est pas rien. Alors cette dimension du jour limpide, entier et pur, pour reprendre le poème de Sofiane Melo-Breiner, qui est un des très beaux poèmes sur la Révolution, 25 d'avril, indéniablement, il y a une rupture. Et c'est conçu comme ça. À la différence de l'Espagne voisine, c'est pas une transition négociée. C'est une transition par rupture. Mais pour autant, toute la relecture, si vous voulez, qui a eu lieu depuis des années maintenant, tend à l'inscrire, et c'est normal, dans le temps long de l'histoire. Et c'est ce qu'on a vu, c'est précédé d'un certain nombre d'événements et c'est suivi d'autres qui tendent à relativiser, parce qu'il y a cette dimension... C'est un processus plutôt que... C'est un processus révolutionnaire. D'ailleurs, à l'époque, on l'appelle le PREC, le processus révolutionnaire en cours. Voilà. Et c'est ce processus qui va durer près de 2 ans, vous l'avez dit, qui s'achève en gros avec l'adoption de la Constitution en avril 1976. Donc, dans ce processus, il y a plusieurs phases assez distinctes qui montrent à la fois l'efflorescence, la complexité, les divergences,
le sentiment d'unité extraordinaire qui est celui du 1er mai 1974, qui, tout autant que le 25 avril, incarne finalement ce qu'on appellera ensuite le peuple uni jamais ne sera vaincu. Enfin, ce slogan qu'on entendait beaucoup à l'époque et qui dit bien qu'il y a un peuple à l'unisson de ce mouvement des forces armées, cette volonté de faire corps. Et puis, au fil des mois, évidemment, des dissensions, des divergences vont apparaître et donner une autre tonalité à cette révolution. Donc, la difficulté de comprendre ce 25 avril dans sa dimension mythologique, on va dire, comme fondement, jour de la liberté et de la démocratie, qui désigne à la fois un jour très particulier, et à nul autre pareil, et un processus. Alors, rupture avec quoi je précise ma question. Quelle était la nature du régime de Salazar? Parce que des régimes autoritaires et des dictatures, il y en avait plusieurs en Europe à l'époque. Il y avait l'Allemagne, l'Italie, l'Espagne, la France sous Pétain. Et puis il y a Salazar. C'est quoi ce régime? C'est un régime autoritaire paternaliste? Qu'est-ce que c'est? Et de quel autre régime européen se rapproche-t-il le plus? Alors, il y a beaucoup de débats autour de la question de la nature du régime. J'ai moi-même commis il y a quelques années un livre, Salazarisme et fascisme, pour faire un peu le point de la question, où en gros je m'inscrivais dans la lecture faisant du régime salazariste un régime autoritaire paternaliste, comme vous l'avez dit, et non pas un régime fasciste au sens où on l'entendait. Donc comme Franco, en fait. Voilà, mais avec des différences avec Franco. Donc un régime, alors après on peut discuter à l'infini, et je crois que d'une certaine manière c'est un débat assez complexe. Là on va synthétiser. Un peu vain, voilà, donc je passerai là-dessus. Simplement, c'est un régime qui a non pas évolué parce que Salazar avait des idées très arrêtées depuis le début, mais c'est un des régimes qui a duré. Et on ne peut pas, dans les années 30, se comporter comme on se comporte dans les années 1960, pour de nombreuses raisons, liées au vieillissement des institutions et de la personne, liées aussi au contexte international. Et donc, le Portugal des années 60 et le régime salazariste des années 1960 est un régime à la fois vieillissant, on parlera de la brigade des rhumatisants à la fin, pour désigner ces militaires, les officiers supérieurs qui sont à la tête de l'État, l'amiral Thomas en tête. Donc la brigade des rhumatisants, un régime crispé, vermoulu, qui n'évolue plus du tout, et qui va avoir à un moment une fenêtre de tir. La fenêtre de tir, c'est, vous l'avez évoqué, quand Salazar tombe de sa chaise. Oui. C'est-à-dire qu'il cesse d'être président du Conseil et que lui succède Caetano. Caetano, à ce moment-là, on peut imaginer qu'il va peut-être promouvoir une lecture, on va dire, progressiste, une évolution dans le régime. Et il va d'ailleurs tenir ce discours, sauf que ça va pas fonctionner, pour un certain nombre de raisons. Ça va être une impasse très très vite, en grande partie, pour la question coloniale. C'est sur la question coloniale que va choper Caetano. D'accord, mais sur la nature du régime, vous diriez quoi? C'est un régime d'une dureté absolue, c'est-à-dire privative des libertés publiques, qui fonctionne avec une censure omniprésente, une police politique, l'acronyme LAPID que vous avez cité, qui est une police extrêmement organisée et qui est reliée directement au président du Conseil. Bref, c'est un système où il n'y a pas de justice, ou une justice aux ordres. Pas d'état de droit. Pas d'état de droit, où les prisons pour tous les récalcitrants et les opposants sont bien là. Un régime qui entretient, on a parlé de traditionnalisme, paternalisme, mais une manière d'être en société, de se contenter d'une humilité tranquille, pauvre, assumée, et surtout de ne pas s'intéresser à la chose publique, à la politique, et donc d'interdire tout débat démocratique. Et contrairement à Franco, peut-être moins adossé à l'Église catholique. Alors, à la fois adossé parce que c'est une des pierres angulaires. Salazar doit compter sur des soutiens, et parmi ses soutiens, il y a l'Église catholique, la hiérarchie catholique. Son meilleur ami, en quelque sorte, est le cardinal patriarche de Lisbonne, et depuis leurs années d'études. Mais il a fait un système concordataire en 1940, et il a toujours pris soin aussi de dire, en gros, rendons à César ce qui est à César, et selon la formule classique. Et il y a été toujours très très vigilant, à tel point qu'un certain nombre de personnalités du monde catholique, de l'Église catholique, se sont opposées à lui depuis la fin des années 50. L'évêque de Porto, par exemple, et une partie aussi des ecclésiastiques dans les années 1960, notamment sur la question coloniale. Donc c'est un régime qui est effectivement dur, dictatorial, qui laisse très peu de place, voire aucune, au débat public, mais qui, dans les années 1960, est en train d'évoluer. Et on parlera, vous avez tenté d'évoquer la question coloniale, je vous ai coupé, elle est très importante. Et juste après Bernard Lavillier, toi et moi,
on aborde la question coloniale si importante pour le Portugal. On va parler concernant du Portugal, de la question coloniale qui est importante et qui est liée d'ailleurs à l'histoire du Portugal dès le XVe siècle. Ce sont déjà des conquérants. D'ailleurs, Christophe Colomb va essayer de vendre son affaire auprès du roi Philippe, je crois, qui lui dit non, ça m'intéresse pas. Bref, si Colomb y va, c'est qu'il sait que les Portugais sont conquérants. Donc ça, c'est important. Mais là, ça devient, dans l'époque contemporaine, un gouffre, une épine dans le pied terrible. Disons que c'est lié à la perception, à la vision qu'en a Salazar, c'est-à-dire qu'il a très tôt considéré que le Portugal était grand grâce à sa présence ultramarine, et renvoyait ça à une histoire séculaire, c'est-à-dire qui remontait au XVe siècle, dont il aurait été en quelque sorte le continuateur. Et dès le début des années 60, quand les mouvements indépendantistes font entendre leur voix, eh bien, il dit que tout simplement ce n'est pas négociable et qu'il interviendra massivement. C'est la déclaration qu'il fait en avril 61. Il ne déviera pas jusqu'à sa chute de sa chaise en 1968. Donc c'est la part non négociable. Et c'est d'ailleurs, une des causes de la chute. C'est une des causes de la chute. Les jeunes qui veulent plus partir, notamment. Les jeunes qui ne veulent plus partir, les jeunes qui partent dans la clandestinité, les jeunes qui doivent servir outre-mer et qui reviennent blessés, mutilés, avec tout ce que ça suppose dans la vie au quotidien, et aussi cette pression très forte qui pèse sur les finances publiques de l'État, parce que ça coûte énormément d'argent, et c'est une impasse qui, à défaut d'être militaire, est une impasse politique. Et le facteur déclenchant de la révolution des œillets, c'est effectivement la question coloniale, et l'échec de Caetano, qui en 69-70 est pris à la gorge par les ultras du régime, qui considèrent, et lui-même reprend leurs mots, que l'avenir de la nation se joue outre-mer. Et donc, on ne peut pas transiger là-dessus. Et ce qui va entraîner la chute du régime, parce que les jeunes capitaines, eux, sont persuadés, à partir de 1973, qu'il n'y a pas d'autre issue qu'une solution politique à trouver à cette impasse qui les menace tous, et eux-mêmes ont payé un lourd tribut. Et c'est pour ça que, évidemment, la dimension corporatiste est présente, mais à l'hiver 73-74, ils sont convaincus que même une solution légaliste, en quelque sorte, n'a pas de... Il faut qu'elle soit politique. Il faut qu'elle soit politique et brutale, c'est-à-dire un coup d'État. Alors, il y a aussi parfois dans les révolutions, comme ça, les changements de régime, on passe de la dictature à la liberté, des phénomènes assez paradoxaux, avec des nostalgies, l'ostalgie, voilà, pour les pays de l'Est, par exemple, les nostalgies du communisme, donc une dictature tout de même. Là, qu'en est-il de la mémoire? On a parlé de la mémoire de la révolution, mais de Salazar et son régime. On sait qu'un projet de musée du salazarisme avait causé un scandale il y a quelques années aussi. On sait aussi que pour la première fois depuis la révolution, qu'un parti politique ouvertement d'extrême droite a fait son entrée au Parlement, il s'appelle Chega. Cette mémoire nuancée du salazarisme, à quoi tient-elle ? Alors, elle tient à plusieurs... C'est une vaste question. En gros, d'abord, je pense pas qu'il y ait de nostalgie à proprement parler de Salazar. En revanche, le personnage lui-même suscite des interrogations et chez certains, un souvenir qui se nourrit de l'image de probité, d'humilité, de pauvreté assumée qui était la sienne, et la nostalgie, si l'on peut dire, de la période où les trains arrivaient à l'heure, en quelque sorte. Ça, c'est indéniable. Dans le discours de l'extrême droite représenté par Chega au Parlement, il y a à la fois la reprise de tout un discours, on dirait, d'essence nationaliste sur l'histoire, le récit national salazariste, avec les beaux châteaux médiévaux et l'expansion maritime, mais dans le même temps, son leader dit « Oui, mais Salazar nous a fait perdre du temps. Justement, dans les années 50-60, il n'a pas pris le virage de la modernité. » Et de l'Europe. Et de l'Europe. Et donc, c'est assez ambivalent. Cette mémoire de Salazar, nostalgie est un terme excessif, à condition d'être très vigilant. À condition d'être très vigilant, parce qu'effectivement, il y a au besoin aujourd'hui, il y a un exercice de mémoire qui se réalise à travers la célébration du 25 avril, à travers les musées de la résistance au salazarisme qui ont été créés, mais il y a aussi un devoir d'histoire, une nécessité de dire cette histoire et de l'enseigner au plus près pour les jeunes générations. Est-ce qu'il y a eu une épuration ? Elle a existé, mais pas de manière massive, mais réelle. Il y a eu un certain nombre de cadres qui ont été jugés et qui ont, pour la plupart, été condamnés à l'exil, notamment au Brésil. Bon, il ne reste que 30 secondes. Vous pouvez me répondre par oui ou par non, validé ou pas. Cette révolution a attiré, je crois, beaucoup de révolutionnaires venus d'Europe, de nostalgiques de mai 68, par exemple. Il y avait une espèce d'ébullition intellectuelle, c'est vrai ça ?
Oui, ça a été un laboratoire extraordinaire d'expérimentation pour les gauches en Europe. Souvenons-nous du contexte, 1974-75. Regardons ce qui se passait en France à ce moment-là. Bien, merci infiniment Yves Léonard. Je pense que pas mal d'auditeurs ont fait une découverte parce que la révolution des œillets, on sait ce que c'est, ça s'est passé au Portugal, mais on ne sait pas toujours en profondeur quel était ce pays, quelle était la nature du régime. Merci infiniment pour vos éclairages. Yves Léonard, merci, au revoir. Merci. C'était Affaires sensibles aujourd'hui, la révolution des œillets au Portugal, une émission que vous pouvez réécouter en podcast bien sûr. À la technique aujourd'hui, il y avait Ronan Mahé.